Économie, Caisse des dépôts et consignations CEMAC-UEMOA, quel impact de la fusion? Nous nous interrogeons encore ce matin. Économie, Caisse des dépôts et consignations CEMAC et UEMOA, quel impact de la fusion? Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comme la plupart des pays de la zone CEMAC, le Cameroun ne dispose pas toujours d'une caisse de dépôt en état de marche. Cette institution a pourtant une grande utilité. Rappelle d'ailleurs les professionnels des finances publiques rejoints par l'Union africaine. La loi portant création d'une caisse des dépôts et consignations au Cameroun date d'avril 2008. 3 ans, on va le dire comme ça, ou alors 5 ans plus tard, un décret est venu en dessiner encore les contours. Pourtant, pour les raisons diverses, cette structure n'existe toujours pas. La crise de la dette camerounaise, de même que la crise sanitaire et les difficultés de collecter les ressources face aux difficultés de certaines entreprises publiques, relancent aujourd'hui l'intérêt envers une telle institution. Que dire justement de la zone UEMOA? Eh bien, le ministre de l'économie et des finances du Cameroun, Louis-Paul Motazier, ainsi que d'autres responsables de l'État, ont reçu une délégation du Forum des caisses de dépôt et consignation, forum itinérant qui a fait escale les 16 et 17 novembre, on va le dire ainsi, à Yaoundé, signe évident que le gouvernement entend rendre cette fois opérationnelle une institution endormie. Le modèle des CDC est recommandé depuis 2015 par l'Union africaine car il permet de mieux mobiliser les ressources, les gérer et financer les besoins de l'État. Le modèle des caisses des dépôts repose sur la gestion et la sécurisation des ressources endogènes stables et diversifiées et leur transformation pour financer des projets à forte valeur ajoutée, a reconnu d'ailleurs le ministre camerounais au cours de cette réunion. Courroie de transmission des finances investisseuses, on va le dire comme ça, dans les entreprises publiques et privées, les CDC sont aussi un important soutien à l'économie. Conformément aux objectifs de développement durable, elles font passer la stratégie du gouvernement, par exemple en matière d'infrastructure. Au sein du secteur privé, il s'agit réellement d'un partenaire de choix au regard du potentiel des ressources mobilisables, de son impact en matière de création des richesses et d'emploi, tout en garantissant en sa qualité de tiers de confiance la sécurité des ressources transformées. En tout cas, nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'une fusion, qu'est-ce qu'une fusion? Quel est l'impact d'une fusion entre la Caisse des dépôts et consignations CEMAC-UEMOA? Qu'est-ce qu'elle peut bien rapporter? Car il faut le préciser, mesdames, messieurs, aujourd'hui, l'Afrique a plus que jamais besoin d'union et surtout d'unité. Économie, Caisse des dépôts et consignations CEMAC-UEMOA, quel impact de la fusion? Nous nous interrogeons encore ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yamin Timba, il est notre invité de ce mercredi matin. Docteur Yamin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Alors, nous revenons justement sur un sujet qui fâche sûrement pour les Européens, mais également un sujet qui est très important pour les pays africains. On parle bien sûr de cette Caisse des dépôts et consignations. Quel impact peut-il y avoir si un temps soit peu la Caisse des dépôts et consignations de la CEMAC et de l'UEMOA fusionnent? Personnellement, je pense que ce serait une mauvaise idée. Voir c'est-à-dire on a la CEMAC et l'UEMOA, ça perpétuerait simplement, si vous voulez, ce que les Français, eux, ils appellent leur carré en Afrique. Il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là, parce que les caisses des dépôts et consignations sont des outils financiers extrêmement puissants. Oui. Je rappelle que la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal à lui tout seul gère plus de 6 000 milliards de francs CFA. C'est supérieur à, par exemple, ce que la Banque de France, le Trésor français, a restitué à l'UEMOA, à BCAO, lorsqu'ils ont signé l'éco, parce qu'ils ont restitué 5 milliards d'euros. Donc, si la Caisse de dépôt et consignation du Sénégal gère 6 000 milliards, c'est largement supérieur, c'est presque 2 fois. Donc, c'est des instruments extrêmement puissants. Et peut-être que les Africains vont découvrir la vacuité, la totale inutilité et le manque de pertinence de ce qu'ils appellent, de ce que les mécanismes du franc CFA appellent la garantie de convertibilité, à savoir qu'il faut disposer de réserves de change en France. Si les Sénégalais ont 6 000 milliards dans leur caisse de dépôt et consignation, ce qui, si vous agrégez tout ce qui peut venir de la Côte d'Ivoire et tout le reste, ça dépasse largement ce qu'il y avait comme réserve de change
en France. Donc, pourquoi appuyer la convertibilité, l'existence même du franc CFA sur ce principe, alors que les pays africains peuvent disposer de ressources beaucoup plus importantes. Donc, si nous voulons sortir, casser la dynamique historique, il faut que tout ce qui fait le lien CEMAC, UEMOA n'existe pas. Parce que tant que ça existe, nous consolidons à l'intérieur de l'Afrique un héritage colonial français. Et cet héritage colonial, malheureusement, est l'une des entraves les plus puissantes et les plus nuisibles au développement de l'Afrique et à l'unité de l'Afrique. Il faut savoir que les têtes de proue, les gens qui ont mené le combat contre l'unité africaine de façon sérieuse, de façon active, en mettant les ressources et qu'on a utilisées ou qu'on a utilisées en faisant souvent de leur pays les bases arrières de la déstabilisation de l'Afrique, c'est les acteurs de cet espace d'héritage colonial français. Alors, donc du coup, je vous le dis comme ça, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Et n'oubliez pas que vous avez en face un adversaire qui réfléchit, qui cherche par tous les moyens à se maintenir. Et cette recherche de, comment dire, par tous les moyens à se maintenir va passer par les canaux les plus subtils qu'on imagine. Vous allez passer par les caisses de dépôt et consignation. On suggère une fusion entre les caisses de dépôt et consignation de l'UEMOA, c'est le franc CFA, XOF, ou qui deviendra, bon, c'est pour le moment ce qui fonctionne. Et puis les caisses de dépôt de l'Afrique centrale, XAF, franc CFA toujours, on met ça ensemble. Et lorsqu'on fait cette fusion, évidemment, qu'est-ce qu'on renforce? On renforce le franc CFA. Puisque un pays comme le Cameroun, normalement, quand on regarde les capacités de mobilisation du Cameroun, sous 10 ans, si le Cameroun mobilise moins de 20-25 milliards de dollars dans le cadre de sa caisse de dépôt et consignation, c'est que les dirigeants sont incompétents et d'une incompétence qui est tout simplement scandaleuse. Alors, donc, vous risquez d'avoir sous 10 ans peut-être quelque chose comme 25 ou même le double, 25 milliards de dollars ou le double dans la caisse de dépôt et consignation du seul Cameroun. Et si vous prenez les autres pays de la CEMAC, ça pourra être quelque chose comme peut-être 15 milliards ou 10 milliards de dollars également. Donc, vous aurez peut-être pour la CEMAC quelque chose qui va tourner entre, mettons, 30 et 50 milliards de dollars. Et vous allez avoir en Afrique de l'Ouest peut-être autant ou un peu plus. Et vous mettez tout ça ensemble. Donc, plus de 100 milliards de dollars probablement d'ici 10 ans, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est supérieur aux ressources du FMI actuellement. Et vous allez dire, ouais, on met ça là et ça soutient le franc CFA. Mais ça va rendre le franc CFA encore plus important. Et donc, du coup, ça va bloquer, avec des ressources importantes, l'unité de l'Afrique. Ça va bloquer la CEDEAO, ça va bloquer la CEAC ou la fusion CEMAC-CEAC. C'est ça que ces gens-là visent, en fait. Ils visent à casser cette dynamique, par exemple, de la fusion CEMAC-CEAC. Ils visent à casser toute la dynamique de la CEDEAO en maintenant l'espace colonial français. Or, cet espace colonial français est important parce qu'il n'est pas que pour la France, il est aussi pour l'Union européenne. Et il est donc aussi important pour l'OTAN, l'OSCE, l'OCDE et l'Occident. Donc, tant qu'on maintient ce genre d'espace avec de telles capacités financières, on est en train de renforcer, en fait, l'Occident, tout simplement, sur le sol africain. Donc, c'est une très mauvaise idée, c'est une chose très, très mauvaise. Il faut plutôt soutenir la création d'un État au minimum, c'est-à-dire qu'à minima, dans le cadre de la recherche de l'unité africaine, à minima, la création d'un État de l'Afrique centrale, qui serait donc dans la limite de la CEAC, et d'un État de l'Afrique de l'Ouest, qui serait la CEDEAO. Depuis 2008, il faut le préciser également, les autorités camerounaises ont pris langue en se disant il faut créer la caisse de dépôt et consignation pour le Cameroun entièrement et totalement. Nous sommes en 2023, 15 ans plus tard, elle n'est pas encore née. Il faut préciser quand même qu'en novembre dernier, novembre 2022, eh bien, les autorités camerounaises se sont réunies pour faire renaître encore, on va le dire comme ça, cette caisse de dépôt et consignation. Est-ce un flop? Est-ce qu'on va réussir ou tout simplement ça va encore disparaître et rester carrément dans les tiroirs? Disons que le Cameroun a énormément traîné. Il y a eu beaucoup de gens qui se demandaient, mais pourquoi le Cameroun n'arrive pas à opérationnaliser cette institution? 2008-2023, ça fait quand même 15 ans. 15 ans, oui. Alors, si en 15 ans, on n'est pas capable simplement d'écrire des textes qui peuvent faire 5 à 10 pages, ou même si ça fait 100 pages en 15 ans, pour opérationnaliser quelque chose, c'est qu'on a un problème. Puisque aujourd'hui, je vous l'ai dit, les prévisions
disent que en 10 ans, cette caisse-là peut avoir 25 milliards de dollars sous gestion. Ça veut dire qu'en 15 ans, on aurait pu avoir peut-être autant, au moins autant. Imaginez que le Cameroun avait aujourd'hui des actifs de l'ordre, enfin des actifs, disons des ressources mobilisées de 15 milliards, de 25 milliards de dollars en 2023. On aurait réglé tellement de problèmes que ce pays serait déjà développé. Parce que 25 milliards de dollars, c'est supérieur à toute l'aide internationale perçue par le Cameroun, plus tous les IDE perçus par le Cameroun depuis son indépendance. Ça veut dire que nous avons une capacité de mobilisation interne qui est extraordinaire. Donc, il se trouve que l'État du Cameroun a décidé d'opérationnaliser cette institution en début d'année 2023 en nommant des dirigeants sociaux, un président de conseil d'administration, un directeur général adjoint. Et ils ont choisi le directeur de l'ancien directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Nous espérons que son expérience sera utile, mais que malheureusement, il ne va pas justement avoir la déformation professionnelle d'orienter la Caisse dans la gestion de la dette. Mais plutôt, parce que c'est ça le rôle d'une Caisse de dépôt et consignation, c'est à la fois mobiliser les ressources, mais surtout investir. Et si donc, il n'a pas la déformation d'aller vers la gestion de la dette, mais plutôt d'aller dans la perspective de l'investissement, eh bien, le Cameroun dispose là d'un outil extraordinaire. On l'attend. Il y a déjà les dirigeants sociaux qui sont nommés depuis février, depuis la fin depuis le mois de janvier 2023. Ils ont été, je crois, installés en début février et je crois que la Caisse autonome d'amortissement a d'ailleurs un nouveau directeur général aussi, ce qui veut dire que le cordon a été coupé. Donc, l'actuel directeur général doit s'occuper de mettre en place la Caisse des dépôts et consignations. Il en a l'expérience, il a l'expérience suffisante, on pense qu'il va y arriver. Le Cameroun, le vrai problème auquel il fait face, ce n'est pas la mobilisation des ressources. Le problème auquel le Cameroun fait face, c'est comment on va gérer ses ressources. Parce que il faudrait que ce soit clair. Les ressources de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être orientées que dans des projets lucratifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de rembourser. Si on ne peut pas le faire, c'est un problème. Si ce n'est pas cette orientation, c'est un problème. Parce que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas la caisse des subventions. Ce n'est pas pour subventionner les choses qui ne rapporteront rien. La Caisse des dépôts et consignations, c'est pour financer des choses comme l'habitat. Et les gens payent parce qu'ils remboursent leur habitat sur une certaine période. C'est pour financer des choses comme des autoroutes à péage, des ports, des aéroports, des choses comme ça. C'est pour financer des industries, c'est pour financer vraiment des entreprises qui fonctionnent, des exploitations agricoles, des choses comme ça. Si on va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a dans la perspective de l'investissement rentable, viable et qui rembourse, eh bien, le principe de l'investissement des caisses de dépôt et consignation, qui est le principe des fonds revolving, c'est-à-dire j'investis ici, ça rembourse et je peux investir ailleurs, eh bien, à ce moment-là, ce sera un succès. L'autre chose, avec le Cameroun, le risque, c'est que les gens vous prennent l'argent pour aller faire des routes et que parfois vous vous retrouvez avec une route qu'on va construire en 20 ans. Nous avons beaucoup d'exemples au Cameroun où on a des routes de 70 ans, de 70 km construites en 10 ans. C'est-à-dire on a fait tranquillement chaque année, on a fait 7 km. Tranquille, on ne se gêne pas. Ce genre de choses, la Caisse de dépôt et consignation n'est pas censée les financer. Parce que si la Caisse de dépôt les finance, il n'y aura pas remboursement. La Caisse de dépôt et consignation doit donc éviter au maximum les projets qui ne sont pas viables. Sauf que le dispositif qu'il faut construire autour de la Caisse de dépôt et consignation, c'est que, ou à l'intérieur aussi, c'est que quand vous regardez beaucoup de caisses de dépôt et consignation, il y a une cellule de consulting en intérieur. Et cette cellule de consulting vise, avant le financement du projet, de s'assurer que le projet est viable, et puis deux, d'assurer le suivi et l'évaluation du projet. En fait, cette cellule-là fait partie ou loge en son sein ce qu'on appelle en gestion des projets des instances de suivi et d'évaluation des projets. Ça permet de s'assurer que, 1, le projet est bien exécuté, 2, la gestion de l'entité, il y a un certain suivi, et 3, que les remboursements se font de façon périodique, mais avec la flexibilité suffisante en cas selon la conjoncture économique.
Donc, il y a toute cette organisation technique qu'il faut mettre en place et qui va permettre au Cameroun de disposer d'un outil fiable, d'un outil puissant qui peut permettre de transformer toute l'économie du pays en une décennie. Mais alors, il faut vraiment que ces barrières-là de protection soient mises en place et que la caisse ne finance que ce qui est rentable. Un. Et deux, que la caisse ne s'accommode pas de l'incompétence actuelle que l'on remarque, qui consiste à prendre les projets, on ne sait jamais quand ça va finir, on n'a jamais le contenu initial qui était prévu, on a des détournements de fonds à tous les niveaux. Il faudrait que la caisse mette en place un système qui évite ça. La direction du consulting qu'elle devra créer en son sein peut aider justement à s'assurer que cela n'arrive pas. Justement, je vais vous donner d'ailleurs la déclaration du ministre de l'économie. Il déclare, et je cite, « C'est à travers les financements longs que peut apporter une caisse de dépôt et consignation que l'Afrique centrale pourra amorcer sa marche vers le développement dans de bonnes conditions. » Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il pose le principe. C'est ça le principe. Il est dans le vrai. Si vous voulez construire un barrage hydroélectrique, par exemple, le développement d'un barrage hydroélectrique, c'est entre 7 et 15 ans, parfois un peu plus. On peut aller jusqu'à 20 ans. Si vous n'avez pas de vraies ressources, des ressources vraiment longues, vous ne pouvez pas suivre. L'autre problème, c'est que les grands projets d'infrastructure que l'État doit développer sont des projets qui sont généralement des projets qui demandent ce type de ressources. Et la difficulté avec nos États, c'est que nos États ne sont pas entrepreneurs. Il faut que l'État serve de modèle. Parce que si on n'a pas un État entrepreneur, la gestion va devenir une gestion de copains et de coquins, comme ça se voit aujourd'hui avec tous les programmes d'investissement de l'État. Vous savez, lorsqu'on parle des fameuses lignes du budget national qui créent des problèmes, alors que ces lignes-là étaient des lignes qui servaient à l'investissement en grande partie, eh bien, on voit tout le désordre, tout le chaos que cela a suscité. Mais si vous demandez aux gens quelle est la valeur ajoutée apportée, où est l'usine que vous avez construite, où est l'autoroute que vous avez construite, l'autoroute à péage que vous avez construite, le port, l'aéroport, l'exploitation agricole, la petite usine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu des règles précises de gestion de tout cela. Donc, oui, bien sûr, on a besoin de ces ressources longues pour enclencher le développement sur la base si vous voulez, pour créer les infrastructures de base des autoroutes, au niveau du transport des autoroutes, de la voie ferrée, les ports, les aéroports, et créer les usines qui vont fabriquer, par exemple, des bateaux, qui vont fabriquer tout ce qui est équipement, le matériel ferroviaire, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tout ce qui est, par exemple, se lancer dans l'industrie aéronautique, parce que prenez un avion, on est tout le temps en train de dépenser des milliards de francs CFA pour faire réparer les avions ailleurs. Mais un avion, je vais vous dire, 50% des pièces d'un avion, c'est des boulons et des vis. Donc, au moins ça, vous pouvez fabriquer chez vous. Il suffit de suivre les normes édictées par les constructeurs. Donc, on peut effectivement aller dans ce sens, mais il y a par exemple tout ce qu'il y a comme télécom, le backbone national de fibre optique, qui est une ressource extraordinaire, qui permet de dégager beaucoup de valeur ajoutée. Bref, tous les secteurs d'accumulation primitive, il y a les mines, il y a l'agriculture, l'agroalimentaire, il y a beaucoup de besoins. Le Cameroun importe autour de 80%, 80-85% de son habillement. Voilà, il y a des niches où il faut aller investir. Donc, comment on dit, la caisse de dépôt et consignation a un marché énorme. Et ce marché-là, il faut qu'il s'en serve. Aujourd'hui, le ministre des Finances dit que les banques boudent un peu les levées de fonds, les emprunts hypothécaires de l'État du Cameroun. Oui, mais parce que l'État du Cameroun a une gestion calamiteuse. C'est une gestion scandaleuse et donc tout le monde fait attention. Tout le monde fait très attention. Le risque pays est extrêmement élevé et il ne faut pas que la caisse de dépôt et consignation, parce qu'elle mobilise des ressources et dispose de ressources longues, que ça rentre justement, que ça tombe sous le coup de cette gestion calamiteuse. Imaginez qu'on veut faire la voie ferrée Ngaoundéré-N'Djamena, qui pourrait être très rentable. Parce qu'il y a tellement de choses que le Tchad importe, tellement de choses que le Tchad veut exporter. On veut faire une voie ferrée, je dis n'importe quoi, Douala-Calabar. Ça serait très rentable. Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Cameroun. Donc, ils auraient là une voie où ils transporteraient des marchandises beaucoup moins chères. Et donc, ils seraient très sollicités.
Mais imaginez que on puisse faire ces voies-là, on décide que c'est en 5 ans, mais que le Cameroun prenne l'argent de la Caisse de dépôt et consignation et les réalise en 20 ans. Comme si on prend les ratios de la qualité de management public actuel. Ce serait un problème. Et puis le dernier élément que je voudrais relever pour dire qu'il faut être très prudent, il ne faut pas s'en tenir à ces slogans-là, mais aller voir dans la gestion concrète qu'est-ce qu'on va faire. Les caisses de dépôt et consignation doivent être le support d'un État entrepreneur. Ce n'est pas pour que, par exemple, on construise des ports et que les Bolloré viennent les gérer. Si c'est ça, alors que la Caisse de dépôt et consignation ne finance jamais ce genre de choses. La Caisse de dépôt et consignation ne peut pas financer la voie ferrée pour que Bolloré vienne gérer. Non, pas du tout. La Caisse de dépôt et consignation porte le développement du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça porte à la fois la construction des infrastructures, mais également la gestion des infrastructures permet la gestion par les Camerounais. Donc, il va falloir que l'État se réorganise et redevienne l'État qu'il a essayé d'être à la fin des années 70. Malheureusement, ça n'a pas été bien organisé et ça s'est mal terminé dans les années 80. Que l'État redevienne un État entrepreneur. Nous devons prendre l'exemple sur la Chine, sur la Russie, sur le Brésil, etc., qui sont sur le Vietnam, les dragons d'Asie du Sud-Est, où les États sont des États entrepreneurs. Et nous devons prendre l'exemple sur l'Europe du 19e et du début du XXe siècle, mais surtout l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été où on a eu des États entrepreneurs. Et c'est grâce à ça que nous avons pu nous en sortir. L'exemple le plus patent, c'est le Qatar, par exemple. C'est Dubaï, les Émirats Arabes Unis, c'est par exemple Singapour, c'est l'Arabie Saoudite, où on voit l'État qui est un État entrepreneur, qui crée des infrastructures et qui les gère, qui élève dans le niveau de qualification générale de tout le peuple et permet à ses citoyens de savoir exactement ce qu'ils font. Le secteur privé ne sera pas exclu, mais l'État doit être au cœur de la dynamique économique et c'est ça qui donne de la valeur ajoutée à ces ressources longues lorsqu'elles ne sont pas simplement là pour enrichir 2 ou 3 personnes, mais servent en réalité à élever, si vous voulez, la qualité de vie et le revenu de tous les citoyens à travers de grands projets comme cela. Utilisons le franc CFA, est-ce que ce ne sera pas un frein? Eh bien, vous arrivez à la question stratégique extrêmement importante. Si nous avons la capacité en 10 ans de mobiliser au moins 25 milliards de dollars jusqu'à peut-être 50 milliards de dollars, pourquoi on utilise encore le franc CFA? Nous avons aujourd'hui 5 000 milliards dans le trésor français. Nous avons besoin de 1 000 milliards pour réhabiliter totalement la Sonara et en faire un complexe pétrochimique qui nous permette de produire à la fois les produits des stations-service, mais également le gaz domestique et le gaz industriel, le bitume et de produire de l'électricité et d'avoir dans le cadre de ce complexe pétrochimique beaucoup d'autres produits dérivés du pétrole. Nous n'avons pas la capacité de recevoir ces 1 000 milliards de la France et de pouvoir le faire. Donc, si nous avons de tels instruments, l'orientation doit être à terme stratégiquement disposant d'une capacité à garantir la viabilité financière de notre propre pays, eh bien, nous devons passer à la création de notre monnaie. Dans le cadre qui est celui du Cameroun aujourd'hui, la bonne chose ne serait probablement pas de créer sa propre monnaie. Bonne chose, c'est cette orientation qu'on a vue, nous l'appelons de nos voeux depuis des années, on a vu que l'année dernière, ça a été validé par les chefs d'État, de dire que dans le cadre d'une fusion, d'abord qu'il y a une fusion, cadre politique d'abord, ce cadre politique, fusion CEMAC, CEAC, nous leur suggérons depuis toujours et depuis l'année dernière d'en faire un État sous-régional et sur cette base d'avoir cette monnaie unique. Donc d'avoir notre monnaie, puis ce sera un État, d'avoir la monnaie de cet État. Imaginez donc que le Cameroun ait de telles capacités. Quelles sont les capacités de l'Angola? Quelles sont les capacités de la RDC qui pourraient avoir leur propre caisse de dépôt et consignation? Imaginez les caisses de dépôt de tous les autres pays. Donc on créerait une caisse de dépôt et consignation. C'est pas la fusion UEMOA-CEMAC, mais plutôt une caisse de dépôt et consignation de l'Afrique centrale, comme il en faudrait une en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, si nous avons une caisse de dépôt et consignation de l'Afrique centrale, les capacités de mobilisation de cette caisse ne sont plus... Ça devient quelque chose de purement virtuel pour le FMI et la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de 100 milliards de dollars. On parlera de quelque chose qui va tourner autour peut-être de 1000 milliards de dollars. Parce que vous avez quand même tout ce qui peut être mobilisé de façon, si vous voulez, structurelle,
tout ce qui vient des services judiciaires, tout ce qui vient, si vous voulez, de tout ce qui tourne autour des ports et tout ce qui tourne autour des services à l'État, toutes ces cautions, etc. Tous les caisses, les comptes bancaires, tout ce qui vient du secteur bancaire, les comptes abandonnés, dormants, etc. Tout ce qui vient des assurances, les primes jamais perçues, toutes ces choses-là. Mais également, vous avez les contributions volontaires. C'est-à-dire que la capitalisation par les individus. Donc, si vous prenez 300 millions de personnes, vous êtes en train de dire que nous avons la capacité d'arriver demain, grâce à cet outil-là, peut-être en 10, 15, 20 ans, à pouvoir disposer d'un trésor peut-être de 500 à 1000 milliards de dollars, l'équivalent aujourd'hui de 500 000 milliards de dollars. Quand vous avez de telles projections, de telles capacités, vous ne pouvez pas vous permettre de commencer à réfléchir sur le franc CFA. Vous dites, sa fin est arrivée. Et en plus, si vous tenez compte du fait que c'est quand même l'Afrique centrale, c'est quand même autour de 7 milliards de tonnes de matières premières et qui peuvent donc rapporter 7 000 milliards de dollars, eh bien, vous vous dites... une telle caisse, si seulement l'État y dépose lui-même ne serait-ce que 10%, vous voyez que ça peut faire autour de 700 milliards. Mais pour percevoir les 7 000 milliards d'exportation des matières premières, il faudrait que l'État ait sa monnaie. Parce que si vous le faites dans le cadre du système monétaire international, vous ne percevez rien. Les Russes se sont bien rendus compte qu'en faisant payer les matières premières en roubles, curieusement, ils gagnaient plus d'argent qu'avant. Donc, il y a un certain nombre de frais qui ne sont plus, que les autres ne touchent plus, qui peuvent s'élever jusqu'à 35% de tout ce que vous devez percevoir. Donc, du coup, vous avez là un trésor extrêmement important qui vous permet tout de suite de disposer de votre monnaie. Je me demande si la concomitance, la quasi-concomitance entre la fusion de la CEMAC et ce qui est annoncé, ainsi que le projet de monnaie unique et l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun ne sont pas liés. Si cette concomitance ne montre pas que c'est lié. Donc, oui, bien sûr, la question que vous posez, elle est probablement la question la plus importante que les habitants d'Afrique centrale doivent se poser. Si nous avions de tels instruments financiers, aurions-nous besoin encore du franc CFA? Aurions-nous un combat particulier à mener encore pour ou contre le franc CFA? Donc, c'est quelque chose de très sérieux. C'est un outil qu'on a tardé à avoir, mais c'est un outil qui, s'il est bien géré, nos pays disposent là de la capacité d'aller de l'avant et très loin. Ayant été créé en 2008, finalement c'est en 2023 qu'on nous dit qu'on va penser à son opérationnalisation. Vous pensez que ça va marcher 15 ans après? Il y a deux choses qu'il faut considérer dès le départ. La première, comme vous, j'avoue que je m'interroge. Parce que 15 ans, on n'a rien fait. Est-ce que... C'est en 2023 qu'on va faire quelque chose? En 2023, bon, on a mis en place l'infrastructure. En tout cas, les dirigeants sociaux sont là. C'est à eux maintenant d'aller de l'avant. On pourrait dire, oui, ce qui devait être fait était politique. Et maintenant, ce qui est opérationnel, eh bien, on peut imaginer que ça peut aller plus vite. Mais nous sommes au Cameroun et nous n'avons pas beaucoup d'histoires de succès. Et c'est peut-être ça la grosse difficulté. C'est pour ça qu'on peut espérer que là, nous aurons une histoire de succès. Parce que si nous tombons malheureusement sous le coup de l'inertie camerounaise que le président actuel rappelle comme une litanie toutes les fins d'année, je pense que si on prend les 23, les 22 derniers discours, il est revenu dessus sous une forme ou sous une autre. Donc si on craint cette inertie-là, eh bien, on peut se dire, ah, risque pas y avoir beaucoup de chances que ça marche. Mais on peut aussi se dire que autre époque, autre condition, autre motivation et autre, autre motivation à travailler. Je pense que la pression aujourd'hui est quand même beaucoup plus importante et que ça va réussir. Et ça va certainement réussir parce que il y a beaucoup de personnes, et je vous invite à aller peut-être rencontrer le directeur général en place pour lui passer une interview, ça fait partie des éléments de pression qui vont permettre de lui dire qu'il vient un appel de la population, du peuple, qui exige de la réussite
de cette caisse, qui exige le succès de cet instrument. Et donc, peut-être que ce genre de choses qu'on n'aurait pas forcément pu voir il y a 15 ans peuvent permettre aujourd'hui que ces dirigeants-là n'aient pas le choix que de réussir. Et le Cameroun est dans une situation financière difficile. Nous avons un secteur informel qui est de l'ordre de 50 à 60%. C'est les experts du Cameroun et même du gouvernement du Cameroun qui le disent, ainsi que la Banque mondiale. Et nous avons une dissipation des fonds, donc des détournements de fonds qui sont très importants au niveau du gouvernement. Les seules lignes, 94, 65, je crois 57, ça fait 6 000 milliards en 10 ans. On n'a parlé que de ces lignes, on n'a pas parlé des autres lignes. Ce qui veut dire que probablement, en 10 ans, le Cameroun a dû dilapider peut-être 5 ou 6 fois plus. Si le Cameroun a pu dilapider autant, vous comprenez pourquoi je vous parle de 25-30 milliards au moins en 10 ans. Parce que 6 000 milliards, c'est 10 milliards de dollars. Et ce n'est que sur quelques lignes du budget de l'État. Donc, si on pouvait regarder le reste, il est fort possible que en 10 ans, le Cameroun ait pu dissiper peut-être 5 fois plus au moins. 5 fois plus au moins, ça fait quand même 50 milliards de dollars. Ça fait 50 milliards de dollars. Donc, ce pays a la capacité de financer son développement et de ne jamais demander de l'aide internationale. Et pour cette raison-là, nous n'avons pas le droit de permettre, de donner l'occasion aux dirigeants sociaux, les premiers dirigeants de la Caisse de dépôt et consignation, d'en faire un échec. Nous devons leur mettre la pression, nous devons les bousculer, nous devons les assister, nous devons les soutenir, nous devons les conseiller, nous devons leur faire des suggestions, nous devons, par tous les moyens, les pousser à réussir. Nous devons les porter jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ils n'ont pas le choix que de réussir. Et ça, notre soutien, notre motivation et même nos critiques acerbes, dures, froides, participeront de cette dynamique de soutien qui va les pousser vers la réussite. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Le temps de l'échec est révolu. Nous sommes entrés au moment où l'Afrique ne doit connaître que la réussite parce que les jeunes gens qui sont là dehors, ils n'ont pas besoin qu'on les insulte, ils ont besoin qu'on leur propose des solutions, ils ont besoin qu'on construise l'environnement qui va leur permettre d'exprimer le potentiel extraordinaire dont ils sont les dépositaires. Mais si nous voulons faire ça, alors assurons-nous que les institutions qui sont là, en attendant de prendre le contrôle politique du continent via le mouvement 10 000 élus panafricanistes pour mettre les choses en place telles qu'elles doivent être, poussons les gens qui sont là actuellement à réussir. Parce que nous ne devons leur donner qu'une seule option, un plan A et unique, c'est la réussite. C'est tout. Merci à vous, Dr Yamtima, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.